Bonjour David. Bonjour, je ne vous entends pas très bien, mais j'espère que vous m'entendez bien de votre côté. Qui parle, monsieur. Son micro est coupé. Et ma collègue, effectivement, Pauline Odile, vient de me rejoindre. Ouais, Vous nous entendez bien ou est-ce qu'il y a des problèmes de connexion bien. C'est que le son sort. C'est la magie. C'est la magie. Parce de notre côté, on n'entend pratiquement rien. Donc peut-être, si vous nous entendez déjà, faites peut-être un signe de la tête, comme ça au moins ça veut dire qu'on peut vous présenter les choses. Et après, pour les questions, si vous en avez, on essaiera effectivement de faire au mieux pour vous répondre. Donc si vous le souhaitez, on peut commencer peut-être notre intervention maintenant. On va effectivement Donc, une parler petite... avec Pauline Odile. Peut-être tout d'abord, dans un premier temps, se présenter. Donc, moi-même, David Carmier, conseiller référendaire à la Cour des comptes. Et je suis accompagné de Pauline Odile, que je laisse se présenter. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, moi, c'est Pauline Odile. Je suis aussi conseillère référendaire à la Cour des comptes, à la première chambre qui s'occupe des affaires économiques. Et moi, la troisième chambre qui s'occupe d'enseignement supérieur et de recherche. Il faut savoir que le Conseil des prélèvements obligatoires, le CPO, est un organisme rattaché à la Cour des comptes, présidé par le premier président. Et la plupart des magistrats qui travaillent dans le cadre du CPO sont affectés dans d'autres missions de la Cour des comptes et peuvent ponctuellement travailler pour le Conseil des prélèvements obligatoires. Et donc, on a été missionné à la demande de la Commission des finances du Sénat en 2022 pour élaborer un rapport sur le sujet du ZAN et de sa prise en compte par la fiscalité locale. On a été saisi, et je le rappelle parce que c'est important pour bien comprendre le rapport, dans un contexte de préparation du projet de loi de finances 2023. Et la commande qui avait été passée par le Sénat, c'était d'accompagner les sénateurs, notamment pour préparer des amendements dans le cadre de cette perspective budgétaire de l'année 23. Et donc, on s'est effectivement inscrit dans cette dynamique. Donc ça, c'est le contexte de la saisine. Peut-être avant d'aborder avec Pauline les sujets de fiscalité, aborder un élément qui est peut-être un peu plus de nature politique, mais qui est quand même important effectivement pour bien appréhender ce sujet-là. Effectivement, donc le ZAN s'est progressivement imposé dans le droit français. On parle de sobriété foncière avec la loi SRU de 2000. On parle du ZAN pour la première fois dans le plan biodiversité de 2016. Et ensuite, ça devient un objectif contraignant avec la loi climat et résilience en 2021, avec deux objectifs à atteindre: la réduction de moitié effectivement de la consommation des espaces agricoles, forestiers, naturels d'ici 2031 et une application complète du ZAN en 2050. La difficulté qu'on a eue, et c'est une difficulté globale pour tous ceux qui travaillent sur ce sujet-là, c'est qu'il faut réussir à appréhender aussi les dynamiques démographiques sur le territoire, avec des grandes inégalités d'un territoire à l'autre. C'est notamment ce que nous ont dit les associations d'élus qu'on a rencontrées, et notamment la MRF qui défend les communes rurales, avec effectivement une crainte que le ZAN puisse accélérer, on va dire, des phénomènes de désertification. Donc il y a un enjeu de prise en compte de dynamiques démographiques qu'on a essayé de faire dans ce rapport, mais qui sont malgré tout assez compliqués parce qu'on ne peut pas forcément maîtriser tous les paramètres. Le deuxième élément de nature un peu plus politique, c'est comment concilier le ZAN avec deux autres impératifs majeurs: l'industrialisation du pays, la réindustrialisation du pays. Et effectivement, quand on veut de nouvelles usines, il faut du foncier. Et le sujet de l'accès au logement, qui est un sujet majeur. On a une crise du logement dans notre pays en ce moment même. Il y a des enjeux de construction qui sont majeurs. Et donc, pour relier ces usines ou ces futures entreprises à des bassins de population, se pose également la question de la mobilité, des transports en commun, du transport ferroviaire. Donc, on voit qu'on a beaucoup de sujets pour lesquels il y a encore des attentes en termes d'arbitrage politique, et ça aura bien évidemment une conséquence en matière de consommation du foncier et en matière de ZAN. Voilà, je voulais juste dire ça peut-être en propos liminaire, parce que c'est des éléments politiques qui auront des répercussions qui sont assez importantes et qui sont en partie, en tout cas, assez difficiles à appréhender aujourd'hui. Je voudrais, sur le terrain ensuite de la fiscalité, faire deux premières remarques, et ensuite je laisserai ma collègue Pauline Odile compléter en précisant les différentes recommandations qu'on a pu formuler.
La première remarque, c'est que l'instrument fiscal, il est en réalité assez limité quand on parle de ZAN. Le premier instrument majeur, et d'ailleurs j'en parle d'autant plus librement que dans mon autre vie, je suis moi-même élu local et conseiller communautaire, et j'ai été moi-même élu à l'urbanisme, donc c'est un sujet que je connais également comme praticien. Le premier instrument majeur, c'est la voie réglementaire. Et le ZAN d'ailleurs a été conçu comme ça, avec la loi climat et résilience. Il y a un objectif qui est fixé par la loi, on met à jour les SRADET, on modifie, on révise ensuite les SCOT et les PLU, et c'est comme ça qu'on peut assurer le respect des objectifs ZAN tels qu'ils ont été déclinés dans les documents d'urbanisme. Et c'est le document d'urbanisme et ensuite les permis de construire qui permettent de dire où est-ce qu'on veut construire, dans quelles conditions, est-ce qu'on veut renaturer ou pas. Voilà. Donc tout ça, ça se fait par l'instrument réglementaire qui est bien évidemment majeur. Le deuxième instrument qui me paraît être important, c'est l'instrument budgétaire, parce que bien évidemment, quand on va répartir les enveloppes de consommation de foncier, va y avoir entre guillemets des gagnants et des perdants. Il y en a qui pourront effectivement plus consommer, donc auront des entreprises qui vont payer de la fiscalité locale, auront des ménages supplémentaires qui vont payer de la fiscalité locale. Et en même temps, il y en a qui pourront plus consommer de foncier à terme et qui même peut-être pour certains seront obligés de renaturer, ce qui engendre effectivement des coûts importants. Donc il y a un enjeu budgétaire majeur selon nous pour assurer cette transition ZAN. Il y a plusieurs fonds d'ores et déjà qui ont vu le jour. Il y a le fonds friche, le fonds vert. Il est probablement nécessaire d'aller plus loin en la matière. On n'a pas instruit ce sujet parce que le CPO est compétent en matière de fiscalité, donc on ne traite pas de la thématique budgétaire, donc on n'en parle pas effectivement dans le rapport. Mais tous les élus qu'on a pu rencontrer nous en ont parlé, avec plusieurs propositions qui ont été émises. Je peux en citer deux. On ne les a pas instruits parce que ce n'était pas dans notre commande, mais je les mentionne quand même. Le premier, c'est la mise en place d'une forme de fonds de péréquation au niveau national alimenté par les collectivités gagnantes en matière de foncier et qui permettrait également de soutenir les collectivités qui ont des efforts à faire en termes de requalification de friches, en termes de réhabilitation urbaine, en termes de renaturation. Ça a des coûts importants et donc cette idée du fonds de péréquation, fonds ZAN, avait été évoquée par un certain nombre d'élus. Et le deuxième point qu'on peut évoquer, c'est la réforme de la DGF, dotation globale de fonctionnement. De mémoire, ça représente à peu près 27 milliards d'euros pour le bloc communal, 42 critères de répartition. Et donc, certains avaient évoqué une possible zanification de la DGF. Il faut toujours prendre ça avec prudence, puisque dans ma vie précédente, j'étais au cabinet du ministre des collectivités. J'étais directeur adjoint de Sébastien Lecornu entre 2018 et 2020. Et je sais que le sujet de la DGF est un sujet qui est très sensible et que dès qu'on touche à un micro-critère, ça a des effets de répercussion sur les communes qui peuvent être assez majeurs. Voilà, donc il faut faire attention. Mais le sujet budgétaire avec soit la mise en place d'un fonds de péréquation, soit une zanification de la DGF permettrait peut-être de déployer ou redéployer des moyens qui sont, pour nous en tout cas, indispensables pour assurer une bonne application du ZAN. Et ensuite, le troisième rideau d'intervention, c'est plutôt le rideau de la fiscalité, mais ça intervient effectivement plutôt à la marge, comme on a pu l'évoquer dans le rapport, et je laisserai Pauline compléter. Le deuxième message que je souhaitais faire passer sur la fiscalité, c'est qu'on considère que la fiscalité n'est pas forcément en soi artificialisante. Alors effectivement, plus on construit, plus on attire d'entreprises, plus on va avoir de fiscalité, mais on peut parfaitement augmenter son assiette fiscale sur une commune, augmenter le nombre de ménages sans forcément artificialiser davantage. Et donc, ça pose effectivement la question du mode de développement que l'on souhaite privilégier. Et effectivement, c'est tout le débat traditionnel qu'on peut avoir entre le développement d'espaces pavillonnaires et le développement d'habitats collectifs. Il y a un attachement effectivement profond à la maison individuelle, bien évidemment, pour réussir à trouver le bon équilibre dans les stratégies ensuite d'aménagement du territoire entre les zones qu'on peut densifier aux zones du collectif et les zones pavillonnaires. Mais par exemple, si on prend 1 hectare de foncier et qu'on fait du pavillon, pour un élu local, ça rapportera moins en termes de fiscalité que si on fait du collectif sur cet hectare, parce que d'une part, on aura beaucoup plus de recettes, parce qu'il y aura beaucoup plus de ménages installés, et comme la valeur locative peut effectivement se superposer dans le cadre d'immeubles. Et ensuite, il y a moins de coûts quand on fait du collectif pour une collectivité, parce qu'il n'y a pas à tirer les réseaux d'eau, d'assainissement, la voirie, qui constituent également des dépenses supplémentaires.
Donc, la fiscalité n'est pas forcément artificialisante en soi. On peut augmenter sa fiscalité sans artificialiser, mais ça pose effectivement la question du mode de développement qu'on veut privilégier dans son territoire. Voilà, donc ça, c'est les deux premières grandes remarques liminaires que je voulais faire en termes de fiscalité. Je laisse peut-être Pauline Naudil compléter et après, on est à votre disposition, bien évidemment, pour répondre à vos questions. Merci, David. J'espère que vous m'entendez bien. Ça a l'air d'être bon. OK, merci. Je voulais préciser que le champ qu'on a étudié, c'est la fiscalité locale seulement. Les effets de la fiscalité nationale sur le logement qui sont importants n'ont pas été pris en compte dans le rapport puisque c'était un rapport qui était ciblé fiscalité locale. Donc, effectivement, on s'est posé les questions. Il y avait deux questions finalement qui étaient sous-jacentes à notre étude. C'est d'une part, est-ce que la fiscalité locale peut s'adapter au ZAN, c'est-à-dire renforcer l'objectif ZAN, l'accompagner, puisque une des intuitions qu'on avait à l'époque, c'était que la fiscalité, notamment la taxe foncière, était artificialisante. Donc, l'idée, c'était comment l'adapter à l'objectif de sobriété foncière. Ça, c'était la première question. Et la seconde, qui occupait beaucoup les élus, c'était est-ce que le ZAN va impacter mon niveau de recette locale avec cette crainte que, comme il y a moins de construction, on aurait moins de recettes. Alors là, le CPO, et donc notre rapport, a fait deux types de recommandations à mettre en œuvre selon le bon vouloir des pouvoirs publics. C'est d'une part des recommandations à court moyen terme et d'autre part des recommandations à long terme. Alors pour la première série de recommandations, il nous a paru assez, évident que des petites mesures, entre guillemets, mais des mesures fiscales pouvaient être mises en place assez rapidement pour adapter la fiscalité locale à l'objectif du ZAN. Et vraiment, ce qui nous est apparu, après beaucoup d'entretiens avec les élus locaux, il faut le dire aussi, évident, c'était d'agir sur la vacance et les résidences secondaires. Parce que c'était un phénomène qui avait beaucoup augmenté ces dernières années et parce que les maires ne se saisissaient pas tout le temps des instruments qu'ils avaient à leur disposition, notamment la THRS, donc la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ou la TLV, la taxe sur les logements vacants. Il y a deux problématiques sur ces taxes. C'est d'une part qu'elles sont complexes. Souvent, il y a deux taxes, une nationale, une locale, et qu'elles ont des variations de taux. Et on s'est aperçu que parfois les élus locaux n'allaient pas jusqu'au maximum de taux pour dissuader finalement ces comportements qui raréfiaient les habitations, le bâti. Donc, on a préconisé deux choses. C'est d'une part d'augmenter ces taxes. Donc, d'abord sur le champ d'application, sur leur périmètre, puisque ce périmètre était limité aux communes de plus de 50 000 habitants avec des marchés du logement tendus. C'est ce que la loi de finances, pas cette année, mais l'année dernière, a fait. Et la deuxième préconisation, elle était de simplifier ces taxes pour simplifier l'usage par les élus. D'une part, de fusionner les taxes quand elles étaient deux, donc une locale, une nationale. Et c'est quelque chose qui nous est apparu assez important aussi, de redonner pleinement le pouvoir aux élus et donc de faire redescendre, entre guillemets, ces taxes aux élus dans leur totalité, c'est-à-dire y compris la part nationale. Ça, c'est la première, vraiment le premier grand bloc de mesures qui a commencé à être mise en œuvre, donc agir sur la vacance et les résidences secondaires. Le deuxième bloc de mesures à moyen terme, c'est toutes les exonérations qui, notamment sur les taxes d'aménagement, par exemple, favorisent des comportements que l'on pourrait qualifier d'artificialisants. C'est-à-dire qu'on a des niches des niches fiscales, des exonérations, des abattements qui bénéficient à des aménagements très artificialisants. Par exemple, des parkings. Par exemple, alors là, c'est plus délicat, la taxe d'aménagement, vous le savez sans doute, a une exonération pour les 100 mètres carrés d'habitation. Donc, toutes ces niches, en fait, elles favorisent des comportements artificialisants. Et nous, on préconise de manière assez générale de réserver les niches fiscales aux opérations non artificialisantes, c'est-à-dire aux opérations de réhabilitation, aux opérations de densification, et de les réduire pour les opérations finalement qui empiètent sur le foncier existant. C'est un mouvement qui a commencé à être mis, de première mesure, on va dire,
ont été mises en place, notamment l'année dernière, avec comment dire, le calibrage, voire la suppression, je crois, de cette niche pour les parkings. Et notamment, dans la loi de finances, cette niche fiscale a été supprimée. Donc ça, c'est le premier grand paquet de mesures. Il y a une troisième mesure qu'on peut mettre en place assez vite. C'est vraiment de redonner la main aux élus, parce qu'il nous est apparu assez évident quand on a donné nos entretiens que c'était eux qui étaient les acteurs du ZAN et ceux qui allaient le mettre en œuvre. C'est ainsi que la loi a été faite, la loi climat et résilience. Et donc, pour leur redonner pleinement la main sur la fiscalité locale, ou en tout cas les inciter plutôt à utiliser les instruments fiscaux, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient plus ou moins utilisés, on a préconisé d'inscrire à l'ordre du jour des assemblées municipales et communautaires un débat portant sur le recours aux instruments fiscaux concourant au ZAN, pour que finalement ce débat soit introduit dans la collectivité, dans ses instances délibérantes, et que l'on puisse examiner comment cette fiscalité locale pouvait aider à la mise en œuvre de l'objectif du zéro artificialisation nette. Et enfin, on a une deuxième série de recommandations qui sont plutôt des recommandations à long terme pour savoir s'il fallait vraiment adapter structurellement la fiscalité locale à l'objectif de zéro artificialisation nette. Ce qui nous a paru là évident après avoir échangé avec les élus, c'est leur besoin de lisibilité sur le niveau de recettes. Alors, on n'a pas pu estimer de manière chiffrée quel allait être l'impact du ZAN sur les impôts locaux, notamment la taxe foncière, parce que on n'avait pas ni les chiffres, ni les instruments de simulation, ni les effets de comportement. Mais en y réfléchissant un peu, on s'est dit deux choses. On ne pense pas que le ZAN va impacter le stock de taxe foncière, c'est-à-dire le montant en stock de taxe foncière, puisque la taxe foncière, elle est assise sur quoi? Sur les valeurs locatives cadastrales, donc sur un besoin de logement. Les besoins de logement ne vont pas s'éteindre avec le ZAN, sauf qu'ils vont prendre des formes différentes, c'est-à-dire que si on met en œuvre cet objectif comme il est prévu, on va arrêter d'avoir une extension urbaine, on aura plutôt des habitats densifiés ou réhabilités. On aura toujours le même niveau de taxe foncière perçu par les collectivités. Ce qui va peut-être changer, et c'est sans doute certain, c'est plutôt la répartition de la dynamique de la taxe foncière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une commune qui peut s'étaler, qui peut avoir un étalement urbain, un développement en étalement urbain, n'aura peut-être pas la même dynamique demain, parce qu'elle n'a pas les mêmes réserves foncières, ou même les réserves de potentiel de réhabilitation, les réserves de potentiel densification qu'une autre commune. Donc, on aura sans doute une répartition de la dynamique de la taxe foncière. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais l'idée, c'est que la dynamique de la taxe foncière va sans doute être modifiée entre les collectivités parce qu'elles n'ont pas le même réservoir de construction de bâtis dans un univers ZAN. Et donc, on préconise d'adapter pour cela les instruments de péréquation entre les collectivités et de l'adapter aux ZAN. La question que posaient tous les élus, c'était est-ce qu'il faut créer une taxe ZAN pour financer le ZAN? Est-ce qu'il faut qu'on crée une taxe spécifique, une nouvelle taxe pour financer, parce que c'était quand même le grand enjeu, financer cette grande, cette grande révolution. Alors, nous, on a dit que c'était un peu prématuré de se lancer dans ce grand travail puisqu'on n'avait pas le chiffrage total du ZAN, mais on a laissé la porte ouverte sur cette question et notamment aussi sur la question de zanification des taxes locales. Par exemple, la taxe foncière qui, dans son assiette, ne prend pas du tout finalement en compte l'artificialisation, l'emprise au sol, puisque l'assiette, elle est fondée sur le loyer, la valeur, on va dire, du logement, et pas sur, l'emprise au sol. Donc, on a ouvert la porte à une éventuelle zanification de la taxe foncière. Et enfin, on s'est posé la question d'une taxe comportementale qui pourrait être mise en œuvre via la taxe d'aménagement, c'est-à-dire une taxe incitative à des comportements artificialisants, enfin, incitative pour désinciter les comportements artificialisants. Et on a pour ça observé la taxe d'aménagement qui nous semblait intéressante parce qu'elle offrait des variations de taux et une assiette qui, pour le coup, elle, prenait en compte l'emprise au sol. Voilà l'essentiel des préconisations. J'étais un peu longue, je m'en excuse.
l'essentiel des préconisations que l'on a faites dans ce rapport. Merci Pauline. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Là, est-ce que ça fonctionne? Je me permets. Et ça risque de faire une. Bonjour. Du coup, je me concerne de voter de part de la communauté sur les outils de fiscalité. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai dans du jour des élus en commission depuis 2017. Malheureusement, ça ne bouge pas aussi vite, mais c'est vrai que le ZAN est arrivé bien après. On voit qu'il y a plein de leviers sur le logement vacant à évoquer. Malheureusement, les taux et les assiettes ne sont pas forcément, on va dire, incitatives pour contraindre les ménages à changer de posture. En fait, c'est comme s'ils payaient une taxe d'habitation sur un logement. Donc, pour la plupart, ne se pose même plus la question en fait, de ce qu'ils en font. Ce n'est pas contraignant en fait, financièrement quand elle est mise en place, parce que c'est assez rare qu'elle soit mise en place pour l'instant. Sur la dynamique de foncier, vous avez parlé des stocks et des volumes générés par la fiscalité sur le foncier bâti. En fait, le mécanisme principal aujourd'hui, c'est la mutation du foncier bâti au foncier bâti. En fait, c'est ça qui est. Et effectivement, sur le foncier bâti, en extension ou en densification, mais le mécanisme principal, c'est la mutation d'un foncier non bâti qui rapporte peu à un foncier bâti qui rapporte d'affaires. Et donc, c'est plutôt là-dessus que les communes sont inquiètes. Moi, j'aurais tendance aussi à travailler sur la taxe d'aménagement qui aujourd'hui est sur un taux uniforme. Et on utilise très peu la taxe d'aménagement majorée. J'aurais tendance à réfléchir à la taxe d'aménagement en fonction des zonages et des PLU. Et être en zone U, avoir un taux inférieur. En zone AU, un taux majoré, puisque c'est là que les aménagements sont nécessaires. C'est un outil qui est pas mis en place. C'est 3 leviers déjà sur lesquels on peut travailler largement, sans mettre en place une nouvelle taxe qui viendrait en fait être un outil de facilité, alors qu'on ne questionne pas son travail aujourd'hui. Et le dernier point, pardon, il y a un travail qui est rarement fait non plus dans les communes, c'est l'analyse des recettes sur les bases cadastrales de niveau de confort, les logements qui sont classés en 7 et 8, qui parfois ont été rénovés et qui n'ont jamais fait l'objet d'actualisation fiscale, des ménages qui ne payaient pas de taxes alors que le logement est très confortable. Et pour les communes qui l'ont fait, je vous invite à y réfléchir, c'est des recettes quand même assez conséquentes. Et c'est aussi un outil d'équité entre les ménages. Pour la fiscalité, je pense que la fiscalité, elle a aussi un gros, c'est l'équité. Merci Jean-François. Est-ce que vous voulez nous rebondir, Olivier ou David? Oui, on va vous répondre. On n'a pas tout entendu en détail, comme le son est compliqué, mais on va quand même rebondir parce qu'on a entendu certains éléments. Peut-être moi de mon côté, répondre sur 3 points. Le premier point, c'est comme il y a un enjeu en fait quel est le positionnement qu'on a. C'est-à-dire que si on est un ménage ou un acteur économique, on peut être sensible au signal prix, et donc si on augmente la fiscalité, on peut essayer de désinciter certains comportements en augmentant la fiscalité. Donc par exemple, si on augmente très fortement la taxe d'aménagement ou certains impôts pour désencourager un acte d'investissement, ça peut effectivement avoir un impact. Donc si on veut effectivement avoir un impact sur les décideurs économiques que sont le ménage ou l'entreprise, une fiscalité plus forte peut avoir un effet désincitatif. A contrario, quand on se passe effectivement du point de vue de l'élu local et du maire, le raisonnement peut être un peu différent, puisque le maire peut aussi, pour des raisons de fiscalité locale et d'équilibre budgétaire,
avoir intérêt à avoir une augmentation des impôts sur tel ou tel comportement économique pour augmenter effectivement son rendement général. Donc, on voit en réalité que l'intérêt du maire et l'intérêt de l'agent économique peuvent être divergents. Et quand on a une politique fiscale et où on veut envoyer un signal, ce signal peut être en fait contradictoire entre les objectifs d'un maire et l'objectif d'un agent économique, ce qui rend en réalité assez difficile de la mise en place d'une fiscalité économique qui serait cohérente sur un territoire. La deuxième chose, c'est effectivement sur la modulation des taxes d'aménagement. Et effectivement, je pense que le fait de pouvoir moduler des impôts, d'ailleurs que ce soit la taxe d'aménagement et peut-être pourquoi pas pour le stock, la taxe foncière sur la propriété bâtie, permettrait peut-être voilà, d'inciter des investissements plutôt sur certaines parties d'une commune plutôt que sur telle autre. Donc effectivement, les modulations d'impôts peuvent, moi à mon sens en tout cas, aller dans la bonne direction. Même si je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le réglementaire, si vous souhaitez dans votre commune qu'on ne construise pas à tel endroit parce que vous voulez préserver votre foncier, bah, vous pouvez parfaitement l'inscrire dans votre PLU. Donc, c'est plus simple de gérer un aménagement en disant est-ce qu'on fait du pavillon, du collectif, est-ce qu'on fait des équipements d'intérêt général, est-ce qu'on fait des parcs. On peut essayer de faire par la fiscalité pour orienter les comportements. Mais je pense qu'effectivement, c'est plus simple de le faire par voie réglementaire dans la conception du PLU. Et dernier point que vous avez évoqué sur la révision des valeurs locatives, effectivement, c'est un sujet qui est absolument fondamental. Il n'y a pas eu de révision depuis plus de 30 ans. On procède à des actualisations, loi de finances après loi de finances, qui s'appliquent uniformément sur le territoire national. Il y a des écarts qui sont assez importants. Donc peut-être qu'il faudra profiter de la révision des valeurs locatives à horizon 26 ou un peu au-delà, je ne me rappelle plus précisément, pour avoir une interrogation sur la définition de la valeur locative et comment est-ce qu'on peut peut-être intégrer des éléments ZAN dans la révision de ces valeurs locatives. Voilà, je ne sais pas si Pauline, tu souhaites ajouter des choses de ton côté? Oui, je voulais juste ajouter sur ce que vous avez évoqué, la mutation, et je comprends que c'est plutôt sur la rentabilité du foncier non bâti qui devient très rentable quand on le met en zone construction. Donc, en fait, ça, c'est un sujet qu'on a abordé vraiment à la marge dans le rapport parce que c'est quand même tout un enjeu. D'ailleurs, il y a un économiste, Santoni, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qu'on a rencontré et qui finalement mettait bien en avant cette faible rentabilité du foncier non bâti versus le foncier bâti, qui faisait qu'on avait une incitation à construire. Bon, c'est quelque chose qui est aussi en lien avec la politique entre guillemets agricole, donc avec une population particulière. Et donc, on a un peu, comment dire, mis à la marge ce sujet, mais en fait, il est assez fondamental. Néanmoins, on a quand même traité ce sujet dans le rapport avec des propositions d'évolution que je n'ai pas évoquées, mais qui sont quand même importantes. Donc là, je les précise. C'est le fait d'augmenter les taxes sur les plus-values de cession de terrains rendus constructibles. Donc ça, c'est des taxes, c'est pareil, il y en a deux, on propose de les fusionner, mais on se dit que comme le foncier va devenir rare avec le ZAN, on va avoir la création de rentes. Donc un foncier qui va devenir plus cher. Et pour nous, il faut taxer ces rentes pour les mutualiser, c'est-à-dire il faut les taxer pour que la collectivité en tire une recette et pour qu'ensuite elle puisse financer des aménagements de densification, de réhabilitation, etc., donc pour financer le ZAN. Et donc, on préconise, d'une part, d'augmenter cette taxe sur les plus-values de cession de terrains rendus constructibles et également de toiletter, on va dire, les exonérations, puisqu'aujourd'hui, on a une clause de 18 ans. Si le terrain n'a pas été vendu constructible dans une période de 18 ans, il est exonéré de cette taxe. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Merci. Est-ce qu'on peut prendre une petite intervention? 1 minute Jean-François et 1 minute de réponse, si ça convient. Oui, bonjour, Jean-François Marie, président de l'agglomération, maire de la commune d'Alert dans le Morbihan. J'entends bien le sujet sur la taxe sur les plus-values de cession. Néanmoins, ce que j'ai noté, moi, c'est que ça contribue à l'enchérissement du prix de vente et du prix du terrain, puisque les vendeurs anticipent le calcul de cette taxe, sans commentaire. Moi, je crois qu'effectivement, tous les leviers fiscaux qui ont été évoqués, comme la taxe d'aménagement,
taxes d'habitation, logement vacant, dans le secondaire, etc. Ce sont des projets qui sont regardés de près. Il y a un autre sujet également qui est important, qui ne peut pas rester fiscal en lui-même, mais qui néanmoins peut avoir des implications, c'est le zonage de documents d'urbanisme, à savoir ce qui relève du U et ce qui relève du 1 à U en particulier. Et moi, je ne pourrais qu'encourager tous les collègues à ce que tout le 1 à U soit en maîtrise foncière publique. Derrière se pose la question de la politique foncière de nos collectivités et se pose la question du petit de véhicules de portage. Donc, en Bretagne, en Loire-Atlantique, nous avons les établissements publics fonciers, EGA en Bretagne et région départementale en Loire-Atlantique. Donc, c'est des outils qui sont intéressants et dont aujourd'hui on n'a pas suffisamment encore pris la mesure. Mais la maîtrise du 1 à U aujourd'hui permet que tous les nouveaux terrains qui seraient et qui deviendraient constructifs, ils ne doivent pas passer en U directement, mais ils doivent passer en 1 à U. Et c'est à la collectivité de prendre la main. C'est assez insupportable que des particuliers, parce qu'on a dégagé le trait de 200 mètres, fassent des plus énormes, alors que c'est la collectivité derrière qui va en assurer les conséquences et qui doit utiliser cet outil pour faire réel aménagement. Et là, après, il faut la collectivité à la main, et puis on fait soit un SAC, soit un permis d'aménager, ou soit d'autres outils fonciers. En tout cas, ça permet d'imposer des densités et voir des contributions via la taxe d'aménagement ou autrement, en tout cas, de faire supporter les charges de dossier. Merci Jean-François. Est-ce que vous voulez répondre, rebondir en vraiment 1 minute, s'il vous plaît, parce qu'on a un autre intervenant qui suit. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit sur la politique du zonage dans le cas du PLU. Et donc, ça revient effectivement ce qu'on disait effectivement en introduction sur l'importance de l'outil réglementaire. Et je pense qu'il faut réussir à bien imbriquer outils réglementaires avec outils fiscaux. Avec, je pense que ça pourrait être utile dans les années qui viennent si les PLF le prévoyaient, de pouvoir faire davantage de modulation fiscale en fonction des zonages qu'on définit sur le réglementaire. Juste peut-être finir par une dernière remarque. Il y a un autre enjeu important lié effectivement à la fiscalité, qui est quand même le coût du logement. On vit un contexte effectivement où le logement et acheter un logement devient de plus en plus difficile pour nos concitoyens. Il faut réussir à trouver le bon équilibre pour pas que le ZAN, certains maires nous disaient ça peut être les gilets jaunes puissance 10. Je n'irai pas forcément jusque-là, mais ça peut créer des inégalités sociales qui sont assez importantes. Donc, tout l'enjeu, effectivement, pour les élus locaux va être de réussir à mettre en œuvre le ZAN de manière la plus intelligente et efficace possible, tout en répondant aux demandes sociales qui sont effectivement considérables pour nos citoyens et permettre justement, à travers les outils réglementaires, budgétaires, fiscaux, de maintenir une forme d'unité pour que, malgré le fait qu'il puisse y avoir des gagnants et des perdants, on puisse s'y retrouver et que cette dynamique globale puisse effectivement profiter à tous. Je ne sais pas si Pauline souhaite compléter. Si ce n'est pas le cas, on est dans la minute. Et en tout cas, on se tient à votre disposition pour d'autres interventions par la suite sur la fiscalité ou même sur d'autres sujets liés aux collectivités. Ça serait bien évidemment avec plaisir. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Pauline. On précise que le rapport de la première version et la seconde seront à disposition sur le site internet de les consulter. Eh bien, merci beaucoup. Belle journée, au revoir. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir. Séminaire, au revoir.